Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est lundi 20 juin 2022. Monday, June 22nd, 2022. Ouais, fallait bien vérifier les dates, hein. Bon, t'as bossé jour et nuit, alors forcément, tu sais même plus quel jour on est. Sometimes you just forget about it. Tu oublies juste le... Larry, je pense que la situation... Je voudrais commencer par le cas de l'Iran et des États-Unis et les négociations, les discussions entre les deux parties. Mais avant d'en arriver là, commençons par Keir Starmer. Au Royaume-Uni, il a démissionné. Et même avant que sa démission ne soit annoncée au Royaume-Uni, c'est Donald J. Trump qui l'a annoncé. In the United Kingdom, it was announced by Donald J. Trump. Oui, Comment ça va se passer? le meilleur. Je crois qu'Alistair Crooke a eu la meilleure réplique à ce sujet. Il a dit, je crois que le juge Knapp lui a demandé, vous êtes surpris? Et il a répondu, oui, énormément. Je suis surtout surpris que ça ait pris autant de temps. Considering the former, Quand on pense aux anciens premiers ministres du Royaume-Uni, oui, c'était plutôt une surprise. it was some sort of Mais il a été incroyablement ferme dans la façon dont il a soutenu l'Ukraine. way that he supported Ukraine. You remember how Tu te souviens comment? Eh bien, c'est là que se trouve la vraie vulnérabilité aujourd'hui. Il a été inflexible dans son soutien à l'Ukraine. Et rappelons qu'il y a eu cet incident, il y a environ 6 mois, où, disons, des escortes masculins d'origine ukrainienne ont incendié, ont attaqué une de ses résidences. Certains ont voulu y voir une dispute amoureuse en disant que Starmer s'était peut-être livré à des actes douteux, inappropriés, avec ces jeunes hommes venus d'Ukraine. Je ne sais pas si ça a joué un rôle dans sa volonté de continuer à faire passer des armes. I don't know if that's played any role in his desire to keep funneling weapons, but the drones that are being the drones that are hitting in Mais les Russia drones qui frappent en Russie provoquent une colère grandissante, et ça vient du Royaume-Uni. Franchement, je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant que, si ça continue, la Russie frappe militairement au Royaume-Uni sur l'une de ses usines de drones pour les avertir et dire clairement « on ne va pas tolérer ça ». Donc à mon avis, on court un plus grand risque de guerre en Europe que celui d'un conflit au Moyen-Orient avec l'Iran dans les 2 ou 3 prochains mois. Middle East with Iran in the next 2 to 3 months. basically there is no hope. En gros, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, il n'y a aucun espoir que quelqu'un le remplace avec une stratégie différente de celle des précédents gouvernements. Vous voyez ça, vous? Nigel Farage, par exemple, serait l'alternative. S'ils peuvent, oui, mais il va bien falloir organiser des élections, non? Oui. En gros, oui, parce que Nigel Farage a justement dit aujourd'hui qu'il fallait que ces élections aient lieu au Royaume-Uni. Mais moi, je parle du long terme, concernant l'Ukraine. Rien ne changerait dans la politique du Royaume-Uni envers la Russie et l'Ukraine. C'est bien ça. I think it would depend on if Nigel Farage. Je pense que ça dépendrait de si Nigel Farage arrive au pouvoir, je ne le vois pas forcément vouloir poursuivre cette confrontation avec la Russie. Écoutez, la réalité, c'est que les pays européens, et j'inclus toujours le Royaume-Uni comme faisant partie de l'Europe, même s'ils en sont sortis, font face à une crise énergétique, tout comme les États-Unis, qui s'en approchent aussi. Jusqu'à présent, une des raisons pour lesquelles le Royaume-Uni, la France et l'Italie ont pu éviter de manquer d'essence et de diesel à bas prix, c'est que les États-Unis ont puisé dans leurs réserves stratégiques de pétrole et en ont envoyé une partie en Europe. Mais ça va se terminer d'ici 2 ou 3 semaines. D'ailleurs, Donald Trump lui-même a dit la semaine dernière que dans environ 1 mois, il pourrait y avoir une crise majeure. Donald Trump himself said last week that in 4 weeks there could be a massive crisis, and I think that's right. Just by the nature of Et je pense que c'est vrai, the simplement par nature. there's been a concerted effort. Vous savez, il y a eu un effort concerté pour dissimuler les problèmes critiques liés au manque d'approvisionnement mondial en pétrole.
la perturbation provoquée par la fermeture du détroit d'Ormuz, puis les attaques qui ont suivi contre les infrastructures pétrolières au Koweït, en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Tout ça a retiré une quantité importante, plus de 20% du pétrole, du marché. Et ça n'a pas été compensé depuis 4 mois. Donc, une crise se profile. Et quand elle frappera l'Europe, je pense qu'ils auront d'autres priorités que de continuer à attaquer la Russie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez attaquer le seul pays capable de vous fournir du pétrole et du gaz bon marché? Sérieusement? C'est ça votre stratégie? C'est insensé. Larry, quand on parle de la relation entre le Premier ministre du Royaume-Uni et le roi, et plus largement avec l'establishment britannique, la City de Londres, toutes ces personnes qui dirigent le secteur le plus important, c'est-à-dire l'économie du pays, comment vois-tu cette relation? D'après ce que je comprends, les premiers ministres britanniques n'ont pas tant de pouvoir que ça, même comparé au roi du Royaume-Uni. C'est pour ça qu'on voit, d'une certaine manière, que le pouvoir réel est entre les mains de ceux qui sont liés à l'establishment. Je dirais que le roi fait partie de cet establishment, avec la City de Londres, et qu'il dirige l'ensemble du jeu face à la Russie. Et ça veut dire, à mon avis, que ce sont eux qui vont trancher sur la question la plus importante en Europe aujourd'hui, cette forme d'animosité envers la Russie. Eh bien, pourquoi dites-vous que vous pensez que le Premier ministre n'est pas si fort ou pas si influent que ça? Parce qu'en réalité, il n'est pas élu par le peuple. Ils n'ont pas ce type de système de vote. En gros, il critique d'autres pays en disant qu'il n'y a pas de démocratie, ceci ou cela, mais au final, il doit être ratifié par le roi. Il y a trop d'influence qui vient d'en haut. Je parle du roi, de l'establishment, du secteur économique. Je dirais qu'en réalité, la monarchie au Royaume-Uni devient de plus en plus insignifiante. Mais ils sont liés à l'establishment, Larry. Oui, c'est vrai, ils sont liés à un establishment complètement déconnecté des électeurs. Désolé de vous interrompre. La raison pour laquelle je dis ça, Larry, c'est que vous vous souvenez, le roi a rencontré Donald Trump à 2 reprises. Et dans les 2 cas, il faisait pression pour la guerre en Ukraine. Il en était convaincu, et il faisait tout pour convaincre les États-Unis de rester engagés dans le conflit en Ukraine. Ah oui, non, je ne le nie pas. Mais vous savez, avec Starmer et disons cette classe d'élite, je dirais que ça remonte à plusieurs choses. D'abord du point de vue du roi Charles, la mort du tsar, le meurtre du tsar et de sa famille il y a plus de 100 ans. Eh bien, c'était, voyons, son grand-père. Oui, ce serait plutôt son grand-oncle, tout comme le grand-père de la reine Élisabeth était son père. Le tsar, en fait, c'était son cousin. Donc, en gros, ils en veulent aux bolcheviks depuis cette époque-là. Sauf que le gouvernement russe actuel, lui, n'a absolument rien de bolchevique. C'est même tout le contraire. Mais il y a, vous savez, cette pression politique, cette expression politique du peuple qui est indirecte au Royaume-Uni. Vous avez raison, Starmer n'est pas élu directement, mais les résultats des différents responsables politiques aux élections locales sont toujours perçus comme un signe, un symbole. Et lors du dernier cycle d'élections locales, quand le Parti travailliste s'est fait littéralement écraser, les appels se sont multipliés pour dire « Starmer doit partir maintenant ». Mais il a tenu bon. Il a continué à exercer une influence importante, notamment pour engager l'Angleterre et maintenir le soutien. En fait, le Royaume-Uni, en ce moment, semble en faire davantage que n'importe quel autre pays de l'OTAN, y compris les États-Unis, en matière de fourniture d'armes, de drones et de missiles. Oui, Larry, les négociations. Enfin, on a 2 délégations qui quittent la Suisse.
Et pour l'instant, le résultat, semble-t-il, dans le cas du Liban, c'est qu'ils ont mis en place une sorte de mécanisme de gestion pour la situation là-bas. D'abord, maintenir le cessez-le-feu, et ensuite trouver une solution durable pour le Liban. Quelle est ta lecture de tout ça? Moi, j'ai le sentiment que plus le temps passe, plus les deux camps en arrivent à cette idée. Si les Israéliens veulent pouvoir accéder au nord d'Israël, alors Israël devra se retirer complètement du sud du Liban. Donc une sorte d'échange entre les deux parties. Je ne sais pas à quel point les États-Unis et l'Iran seraient capables d'y parvenir. Ce serait un énorme défi pour les deux côtés. Well, look, who's driving Bon, the bus here? écoutez, qui conduit vraiment le bus ici? Qui est le maître de cérémonie qui fait avancer ces négociations? Il semble que ce rôle revienne à Asim Munir, le général pakistanais, parce qu'il occupe une position vraiment centrale pour rassembler tout le monde. Hier, après les propos intempérants de Donald Trump, enfin oui, là on est bien au-delà de simples insultes quand on en arrive à menacer de meurtre, à parler de crimes de guerre ou d'assassinat, eh bien, Munir a quand même réussi à calmer les choses avec la délégation iranienne et à les ramener à la table des discussions. Donc il continue à parler avec les Américains. Cela dit, vous avez vu le camouflet infligé à J.D. Vance par le ministre qatari des Affaires étrangères? Franchement, c'était remarquable. Je ne sais pas ce que c'était, Larry. Quelle en était la raison? Parce que plus tard, on a vu le ministre des Affaires étrangères du Qatar publier une photo avec J.D. Vance en train de travailler sur le protocole d'accord. En gros, il semblait que c'était ce même protocole d'accord signé entre le Qatar et l'Iran. Oui, enfin, quoi que ce soit, le message est passé. Et clairement, J.D. Vance a fait une sorte de geste de conciliation envers le Qatar. Vous savez, le Qatar est dans une situation... J'ai reçu avec Pepe Escobar des informations selon lesquelles, grâce à une médiation ou un soutien du Pakistan, le Qatar et l'Arabie saoudite prendraient leur distance avec les États-Unis. Ils ne veulent plus accueillir de bases américaines et l'auraient clairement fait savoir à Washington. Alors je me dis, tiens, si ça se confirme, ça pourrait être assez important. Et vous avez vu, quand le ministre des Affaires étrangères du Qatar a rencontré Vance, il l'a délibérément snobé. Donc, à mon avis, les Qataris ne sont pas contents des États-Unis. Et quand on se rappelle qu'Al Udeid est la plus grande base militaire américaine dans le Golfe Persique, c'est quand même significatif. Parce que, encore une fois, le Qatar vient tout juste d'offrir à Donald Trump son tout nouvel avion présidentiel. Donc, il y a des signaux contradictoires. Mais au moins, hier, pendant ces négociations, le Qatar n'était pas content des États-Unis. Vous savez, Vance est un peu dans une mission impossible, parce qu'il se fait saboter chez lui. Saboté par son propre président, qui a lancé des insultes, des menaces et des déclarations qui ont, pendant un temps, mis fin aux négociations. Mais je pense que Trump, dans une moindre mesure, et J.D. Vance comprennent que s'ils ne règlent pas ça rapidement, ou même s'ils y parviennent, de fortes turbulences économiques les attendent. Et ça, à mon avis, rendra une victoire républicaine en novembre très improbable. Et on peut le voir sur le visage du ministre des Affaires étrangères du Qatar. La situation est vraiment critique là-bas. Ils subissent une pression énorme à cause du détroit d'Ormuz, Larry. Oui, oui. Ils n'ont aucun moyen d'acheminer leur pétrole, leur gaz ou leurs engrais, bref, tout ce qu'ils produisent, vers l'extérieur de leur pays, à cause du détroit d'Ormuz. Ils n'ont pas non plus d'accès à la mer Rouge, comme l'Arabie saoudite. C'est ça leur problème. En fait, ils sont désespérés. Et c'est pour ça qu'on le voit sur le visage de cet homme. Oui, non, je suis d'accord. La perte de Ras Laffan, le terminal de GNL, c'est important.
Le Qatar est passé de 10% de l'approvisionnement mondial en gaz naturel liquéfié à rien du tout pour le moment. Et ça, même s'ils obtiennent le cessez-le-feu, disons qu'ils l'obtiennent ou qu'il est déjà en place. Ensuite, il faudrait un vrai accord négocié sur les autres points du protocole d'entente. Bon, le détroit d'Ormuz est maintenant ouvert. Enfin, je crois qu'il est rouvert aujourd'hui, peut-être. Oui, ouvert. Il est ouvert. Open today, maybe. Yeah, it's open. It's back. C'est reparti. Le détroit est ouvert et on voit les dernières nouvelles venant du Moyen-Orient. On dit qu'un grand nombre de pétroliers iraniens et chinois exportent à nouveau du pétrole depuis l'Iran. Et je ne sais pas combien exactement. I don't know how many. Yeah, so I'm sitting here looking. So I'm seeing one ship. called Oui, Sea Eagle je suis assis that's ici à heading to regarder Singapore. et je vois un navire appelé le Sea Eagle qui est en route pour Singapour. Et juste derrière, il y a le Bangla Joy Jatra. Je suppose que c'est un navire bangladais. Il se dirige vers Fujairah, aux Émirats arabes unis. Voyons, quoi d'autre? Oui, il y a plusieurs navires. Pas énormément, mais quand même quelques-uns. Et c'est là que les gens ne comprennent pas bien le problème. On estime qu'entre 9 et 12% de la flotte de transport mondiale, la flotte commerciale, est bloquée dans le golfe Persique depuis maintenant 4 mois. Ces navires sont donc là, dans une eau très salée, exposés à la chaleur. Et s'ils transportaient du pétrole, ce pétrole a littéralement cuit à bord. Alors, si on dit maintenant que le détroit est rouvert, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces navires doivent d'abord être nettoyés et remis en état avant de pouvoir reprendre le transport. Les estimations disent que ça pourrait prendre entre 3 semaines et 2 mois pour les remettre en service. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est celui des mines. Les navires, qu'ils soient assurés ou non, ne peuvent pas quitter le golfe Persique tant qu'on n'a pas certifié qu'il est totalement débarrassé des mines. Et les États-Unis disent que ça pourrait leur prendre jusqu'à 6 mois pour toutes les enlever. Donc encore une fois, l'absence de déminage, la présence de mines, empêche la majorité de ces navires de bouger. Et tout ça crée des pénuries supplémentaires de produits essentiels dans le monde. Le pétrole, le gaz naturel liquéfié, l'urée, le soufre et l'hélium. Liquid natural gas, urea, sulfur, and helium. There was a huge explosion in Qatar yesterday. Il y a eu une énorme explosion au Qatar hier. Oui, hier soir. C'était dans la zone industrielle de Ras Al Khan. Au début, ils ont cru que quelqu'un, enfin, je ne sais pas, que c'était une sorte d'attaque. Puis plus tard, ils ont dit non, que ce n'était pas une attaque, mais quelque chose d'interne, un problème technique dans l'industrie. D'accord. Le gouvernement qatari n'a rien dit à ce sujet, mais selon vous, est-ce que c'était bien quelque chose d'interne, un problème technique? I really don't know enough about that kind of. Franchement, je ne connais pas assez bien ce genre d'installation pour savoir quel type de problème technique pourrait provoquer une explosion pareille. Il faut aussi se demander, est-ce que c'était un sabotage délibéré? Est-ce que c'était une tentative de créer un faux drapeau, peut-être pour en rejeter la faute sur l'Iran? Honnêtement, je n'en sais rien. I just don't know. Larry, ils ont dit qu'ils avaient mis en place une unité de contrôle des conflits pour stabiliser les lignes de front au Moyen-Orient, y compris au Liban. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Liban? Et comment ça va être gérable pour les deux camps, pour l'Iran et les États-Unis? Est-ce qu'ils vont utiliser une sorte de force conjointe ou bien des forces tierces dans la région? Parce que l'ONU n'a pas vraiment réussi à mettre en œuvre sa mission dans ces zones, dans cette région. Alors, quelle pourrait être la solution? Well, I really don't know how such a unit would function. Eh bien, je ne sais vraiment pas comment une telle unité pourrait fonctionner. Et comme vous l'avez justement rappelé, il y a des forces des Nations Unies sur place depuis, mon Dieu, presque 50 ans. Elles ont elles-mêmes été victimes d'une grande partie de la violence et elles n'ont pas réussi à y mettre fin. Donc à ce stade, c'est bien les États-Unis qui exercent une pression sur Israël. Et je pense que cette pression ne consiste pas seulement à suspendre les livraisons d'armes,
et à arrêter toute aide supplémentaire. Ça, c'est la première chose. Mais aussi à retirer les moyens militaires américains déjà présents dans la région, que Israël considère comme stratégiques pour elle. Il est clair qu'un message a été transmis à Netanyahou, parce que malgré tout le discours musclé, avec des gens comme Ben Gvir et Smotrich, le niveau de violence au Liban a nettement diminué. Donc on doit simplement constater ça. C'est ce qu'on observe. Maintenant, quand est-ce qu'Israël se retirera? À ce stade, c'est incertain. Il y a quelques signes montrant que le général Munir, du Pakistan, aurait convaincu la délégation iranienne de ne pas insister sur un retrait complet d'Israël du sud du Liban. L'idée, c'est de laisser cette question mûrir un peu. Mais en restant sur le Liban, j'ai lu les 3 points que les Israéliens ont publiés hier soir à votre intention. En gros, ce qu'ils demandent est impossible pour quiconque dans la région, pour l'Iran comme pour le Hezbollah, parce que ce n'est pas une question d'Iran. Quand ils parlent du Hezbollah comme d'un simple relais de l'Iran, ce n'est pas le cas d'ailleurs. Le Liban et le Hezbollah décideront de ce qui concerne le sud du Liban, de la souveraineté du pays. Ce n'est pas seulement une affaire de pressions iraniennes, parce que, rappelons-le, c'est un pays souverain. Ils ont décidé de défendre Gaza et les Palestiniens sans en informer les Iraniens. C'est un point qu'ils ne comprennent pas. Et la manière dont ils veulent le faire, ils veulent rester dans la partie sud. Ils ont dit qu'au nord du fleuve Litani, ils doivent rester en dehors de cette zone. Dans la partie sud, ils doivent en gros démanteler toute l'infrastructure. Et Israël peut y rester indéfiniment pour se défendre. En fait, rester là, créer une zone tampon, une zone de sécurité, peu importe comment les Israéliens l'imaginent, une zone d'annexion ou de future annexion. Eh bien, encore une fois, tout ça dure depuis 51 ans, même si on dit que la guerre civile au Liban n'a duré que 15 ans, de 1975 à 1990. En réalité, la division est là depuis cette époque, depuis 1975, et c'était une guerre confessionnelle. On oublie souvent qu'au début des années 70, les Palestiniens ont été expulsés, forcés de fuir la Jordanie avant de se réfugier dans le sud du Liban. Puis, quand Israël est intervenu en 1982, au départ, les Palestiniens ont accueilli les Israéliens. Mais ce sentiment a vite tourné. C'est à partir de cette incursion israélienne de 1982 que le Hezbollah s'est formé et est devenu une réalité. Ensuite, Israël a mené d'autres invasions au Liban avant d'en être finalement contraint de se retirer. La dernière grande offensive, en 2006, avait déjà le même objectif, atteindre le fleuve Litani et créer cette zone de sécurité. Et ils ont échoué. Cette fois encore, ils échouent. Certes, ils ont causé plus de dégâts que jamais auparavant, surtout en détruisant les infrastructures dans le sud, dans beaucoup de ces villes situées le long de la frontière. Mais ils n'ont toujours pas atteint ni pris le contrôle du territoire jusqu'à la région du Litani. Et le Hezbollah continue de les combattre avec acharnement, leur infligeant de lourdes pertes. La question maintenant, c'est de savoir combien de temps Israël peut supporter ces pertes. À mon avis, pas très longtemps. Mais ce n'est que mon opinion. Je crois que ton micro est coupé. Est-ce que l'Iran a transmis son message, sa position aux États-Unis concernant le dossier du Liban? Parce que sans le Liban, il n'y aurait pas d'accord. D'après vous, ce message a-t-il été transmis? Et comment cela a-t-il été perçu par l'administration Trump? Eh bien, qu'est-ce que vous, Robert? Le message a été transmis.
because they have to. Parce qu'ils doivent en arriver à comprendre que sans le Liban, il n'y aurait pas d'accord. Est-ce qu'ils commencent à le réaliser? Je parle de J.D. Vance et des personnes qui négocient avec l'Iran. Negotiating with Iranians. Again, I think Encore une fois, je pense que ce point a été établi au moment où ils ont signé le protocole d'accord. Parce que dans ce protocole, il est reconnu, et c'est même la toute première chose qui y est mentionnée, que les États-Unis, l'Iran et leurs alliés signataires ont l'obligation de protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Donc les États-Unis ont déjà, au moins sur le papier, accepté ce principe. Maintenant, est-ce que Donald Trump a vraiment compris ce qu'il signait? Eh bien, je ne le pense pas, mais c'est bien ce qui a été signé. Il faut donc le prendre tel quel. so you've got to just take that at face value. Je ne sais pas s'il connaît les clauses du protocole d'accord. Eh bien, oui, enfin non. Hier, il sabotait littéralement tout. Yeah, he was. Maybe he thought it was helpful. Oui, peut-être qu'il pensait que c'était utile. Il y a quelques années, ils ont sorti un film sur la crise financière de 2008. Ça racontait comment une grande firme de Wall Street s'était effondrée. Son patron, un certain Dick Fuld, était très agressif et ne se rendait pas compte à quel point la situation était grave. Ils essayaient de se sauver financièrement en vendant à des Sud-Coréens. Et pendant la réunion, Fuld finit par arriver, gâche complètement la discussion et finit par les insulter. L'accord tombe à l'eau et son entreprise disparaît, fait faillite. C'est un peu ce que j'ai vu Donald Trump faire hier. Il ressemblait à ce personnage de Dick Fuld. Il disait en gros, « Je vais tous vous détruire ». Tu te rends compte, il a menacé de tuer la délégation? Enfin, c'est ce qu'il a fait. Et franchement, pas étonnant que les Iraniens aient quitté la salle au début. Apparemment, après ce départ, les Pakistanais, avec le général Munir, ont réussi à rassembler les Iraniens et leur ont dit « Écoutez les gars, restons concentrés ici. Oublions Trump, ce n'est pas vraiment lui qui prend les décisions. On peut conclure cet accord d'une manière qui vous garantira la sécurité. » Donc Munir travaille là-dessus de façon très intense. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais hier, pendant que tout ça se passait à Genève, ils ont tenu une réunion. Les Pakistanais ont aussi organisé une autre rencontre avec les ministres des Affaires étrangères, ceux d'Égypte, de Turquie et d'Arabie saoudite. Et le Pakistan? Oui, le Pakistan a partagé ces informations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, encore une fois, ça fait partie de cet effort pour construire une infrastructure de sécurité. Et le Pakistan comprend bien que dans le cas de Sisi en Égypte et d'Erdogan en Turquie, ces deux hommes sont profondément corrompus. Erdogan est payé pour continuer à fournir du pétrole à Israël et l'Égypte reçoit de l'argent sur le dossier du gaz naturel liquéfié. Donc, apparemment, Munir travaille à convaincre ces deux dirigeants qu'ils doivent comprendre qu'il y a plus en jeu que tout l'argent qu'ils gagnent. Et tout ça va dans le sens de la création d'une force militaire arabo-musulmane capable d'assurer la sécurité dans le Golfe Persique. Ce qui veut dire que les États-Unis n'y seraient plus. Les États-Unis ne seraient plus pertinents. L'un des résultats importants de la rencontre entre les deux parties, c'est la mise en place d'une ligne directe. Il parle d'une ligne de communication entre les États-Unis et l'Iran, compte tenu de la situation dans le détroit d'Ormuz. C'est important parce que c'est directement lié à ce qui se passe entre Israël et le Liban et aussi à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. En gros, le problème dans le détroit d'Ormuz, si on met de côté les aspects logistiques ou régionaux comme les mines et toutes ces questions, c'est qu'en réalité, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz à cause de ce qui se passait au Liban. Oui. Mais encore une fois, cette histoire de fermeture ou d'ouverture, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Parce qu'en ce moment, avec la menace des mines, la plupart des navires dans le Golfe Persique ne bougent pas. Même si on dit entre guillemets c'est ouvert, ils ne bougeront pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire sans la garantie que s'ils touchent une mine, les coûts seront pris en charge. Donc ils restent sur place. Ils ont besoin d'une assurance. Et Lloyds attend cette assurance. Qu'on leur dise clairement, c'est sans mine. Alors quand on parle d'ouverture, ça veut dire qu'en gros, l'Iran peut expédier tout le pétrole qu'il peut charger et transporter. On dirait que l'Irak aussi en exporte. Et oui, il y en a d'autres qui le font, mais à un niveau bien plus faible. Mais le détroit, lui, n'est pas vraiment revenu à la normale, pas du tout comme avant le 28 février. Oui, J.D. Vance a parlé de l'Iran et des avoirs gelés. Il a dit que si on libérait ces avoirs, ils achèteraient des produits chez nous, aux États-Unis. Du soja, du maïs, du blé, ce genre de choses. Ils achèteraient tout ça aux États-Unis. Et c'est en gros le principal problème avec ces avoirs gelés. Je pense qu'ils ont pris une décision parce qu'il y a eu, comme je l'ai déjà mentionné, une sorte de protocole d'accord signé entre l'Iran et le Qatar. Apparemment, tout ça est lié aux avoirs iraniens gelés au Qatar. Ouais, j'en sais rien à ce sujet. Je veux dire, il y a plusieurs pays qui détiennent réellement ces avoirs, qui les possèdent physiquement, donc ils sont en position de les rendre. Et là, on revient au langage corporel du ministre des Affaires étrangères du Qatar avec J.D. Vance. D'après ça, j'ai dit, oui, le Qatar rend l'argent à l'Iran. Il se moque complètement de ce que disent les États-Unis. Au fait, après tout, à quoi bon garder cet argent sur ton compte alors que ton pays est en train d'être détruit par le conflit dans la région? Oui, eh bien, encore une fois, le coût économique pour le Qatar. Vous savez, la production de GNL et d'hélium. Et l'hélium, c'est le plus important. Là encore, c'est une autre matière première dont personne ne parle vraiment, ni des effets que ça a eu sur l'industrie mondiale. Mais quand j'ai vu Tim Cook, le patron d'Apple, dire l'autre jour, « Écoutez, on va devoir augmenter le prix de nos produits parce que les puces coûtent plus cher. » Eh bien, l'hélium sert justement à fabriquer ces puces électroniques. Donc tout de suite, on comprend que le coût de production a clairement augmenté de façon significative. Il parlait du programme nucléaire, mais il semble que tout dépendait de la clause 13 du protocole d'accord, qui parle essentiellement des sanctions venant de l'AIEA, du Conseil de sécurité de l'ONU et des sanctions primaires et secondaires aux États-Unis. Je pense que c'est un énorme problème pour l'administration Trump. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Iran, ni pour les sanctions de l'ONU ou de l'AIEA, mais les sanctions primaires et secondaires aux États-Unis dépendent en grande partie du Congrès. Ce n'est pas une question de Donald Trump. Est-ce qu'il va obtenir ça du Congrès? Est-ce qu'il en a le pouvoir? Je viens de voir l'alerte info s'afficher sur mon écran. Donc, l'Iran a accepté de laisser entrer les inspecteurs nucléaires. Non, seulement si l'accord final est conclu, pas pour le moment. Eh bien, je ne fais que répéter ce qu'a rapporté Al Jazeera. Exactement. Ils n'ont pas mentionné ça. Oui, ils vont l'accepter si l'accord final est conclu, ce qui correspond en gros à la clause 13, l'ensemble des sanctions. Oui. Non, mais c'est justement ça que les gens ne comprennent pas. L'Iran a clairement défini sa position, ce qu'il veut et ce qu'il est prêt à accepter. Il subit des pressions du Pakistan. Mais vous savez, l'autre élément dans tout ça, c'est que les Pakistanais affirment avoir reçu des informations selon lesquelles Israël allait assassiner le général Munir. Et oui, Pepe en a parlé dans sa dernière publication. Alors certains disent non, c'est faux.
Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est ce que les Pakistanais croient. That's not true. Well, all I can tell you is that's what the Pakistanis believe. Yeah. And so, C'est important, vraiment très important. yeah, if they believe that, it doesn't matter whether it's true Oui, or not. s'ils croient ça, peu importe que ce soit vrai ou non. Ce qui compte, c'est que c'est ce qu'ils croient, et ils vont agir et réagir en fonction de cette conviction. Mais ils semblent très sûrs des informations qu'ils ont reçues. Donc si c'est vrai, et je précise bien si c'est vrai, ce qu'on voit, c'est que si Israël a vraiment tenté quelque chose, le Pakistan a récemment testé un missile balistique capable d'atteindre Israël. Et le Pakistan possède des armes nucléaires. Donc s'il y a eu une tentative d'assassiner quelqu'un comme Munir, on pourrait assister à une riposte dévastatrice. En fait, les Pakistanais ont dit à une personne avec qui je me suis entretenu qu'Israël cesserait de fonctionner comme société s'il faisait ça. Voilà un peu le contexte et la tension qui se joue en arrière-plan. That's some of the background drama going on. But it was fascinating yesterday to watch. Mais c'était fascinant, hier, de voir pratiquement tout le monde défiler et s'incliner devant la délégation pakistanaise. Munir, lui, a vraiment une prestance impressionnante. Il est grand, charismatique, il a cette allure de général qui commande. Alors que le Premier ministre Sharif, franchement, on dirait un vendeur de légumes. Un petit monsieur sympathique, vraiment gentil, mais rien de redoutable chez lui. Et puis cette alliance entre le Qatar et le Pakistan qui travaille main dans la main pour faire avancer tout ce cirque. Le simple fait que les États-Unis soient là montre bien à quel point la situation est désespérée. On n'a pas encore ressenti toutes les conséquences économiques, mais ça va venir. C'est en quelque sorte inévitable. Je pense qu'Asim Munir, le maréchal Asim Munir, est vraiment une figure essentielle, comme vous l'avez dit. Si on regarde le système politique du Pakistan, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais c'est lui, en réalité, la personne la plus puissante du pays. Oui, on m'a expliqué que quand Imran Khan était président et que Munir était en gros le chef de l'armée, au début, Munir insistait pour dire que c'était lui qui allait décider. Et Khan a répondu non, c'est moi qui vais décider. Alors Munir a dit d'accord, et au final, il l'a fait arrêter et emprisonner, pour que lui et Munir puissent prendre les décisions. Maintenant, j'ai entendu certains dire qu'ils considèrent Munir comme une simple marionnette des États-Unis. Moi, je ne crois pas ça du tout, parce que Munir agit dans son propre intérêt ou dans l'intérêt de ce qu'il pense être le mieux pour le Pakistan. Et il n'est redevable aux États-Unis de rien, du moins à ce que je vois pour l'instant. Mais les Pakistanais, eux, ne sont pas seuls dans cette affaire. Ils sont en étroite concertation, surtout avec la Chine, mais aussi avec la Russie. Et pour les Russes et les Chinois, tout cela s'inscrit dans une question plus large, celle d'une nouvelle architecture de sécurité régionale dans le Golfe Persique. Et ça, c'est un vrai changement de donne. Sur le plan économique, l'objectif, c'est de libérer ces pays du Golfe de leur dépendance au pétrodollar, de leur dépendance envers les États-Unis. Et c'est là la véritable guerre qui se joue, même si elle n'est ni annoncée, ni reconnue comme telle. Si, avant le début de la guerre contre l'Iran, tu m'avais dit que le Pakistan jouerait un rôle clé dans toute la région, je t'aurais répondu « Non, c'est pas possible. On n'a pas ce genre d'antécédent dans la région. » Je pensais que l'Inde pourrait être cet acteur-là. Mais l'Inde, d'une certaine façon. Mais apparemment, il y a un protégé de Munir, je crois qu'il s'appelle Najib, qui est assez proche de Mojtaba Khamenei, ou du moins de quelqu'un dans son entourage. Donc il y a cette communication. Et cette communication, elle ne passe pas seulement par Pezeshkian. Ce n'est pas seulement avec Arashi. C'est aussi avec Mojtaba Khamenei. Les Pakistanais ont vraiment tout couvert.
Vraiment, c'est fascinant de voir comment ils se sont remis en avant, comment ils se sont rendus à nouveau indispensables dans toute cette histoire. Larry, the other day I said to Larry, l'autre jour, j'ai dit à notre audience ici sur ce podcast, j'étais seul cette fois, que le Pakistan et l'Iran ont des liens très forts, très profonds, sur le plan culturel et traditionnel, surtout en ce qui concerne la langue. Tu savais que l'hymne national du Pakistan est en persan? Do you know the national anthem of Pakistan is in Persian? Non, j'ai fait. Their language is Leur langue, c'est l'ourdou, national anthem. mais leur hymne national est en persan. Just to see Ça montre à quel point la relation entre l'Iran et le Pakistan est profonde. Je ne sais pas. L'ourdou, c'est très différent du persan. they basically from the 11th En gros, century till du 11e jusqu'au 19e siècle, ils parlaient le persan. À cause de l'empire moghol et la dynastie islamique, ils ont adopté le persan comme langue officielle. Donc en fait, le Pakistan et le nord de l'Inde parlaient tous le persan. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans l'ourdou moderne, on retrouve à peu près 40 à 60% de persan dans la langue. We have something like 40 or 60% of Persian in their language. Oui, est-ce que tu ferais un parallèle, par exemple, comme la différence entre l'espagnol et le portugais, pour comparer l'ourdou et le farsi? Exactly. Farsi, Exactly. Exactement, parce que je parle portugais et espagnol. Quand quelqu'un parle espagnol, je comprends parfaitement de quoi il parle. Je peux communiquer puisque je connais le portugais. Tu vois le lien, là? Ah bon, je ne savais pas ça. Eh bien, j'apprends quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme d'ailleurs. Ce n'est pas une question de dirigeants qui se réunissent. C'est une question de société, de la façon dont les deux sont tellement liés. Et pas seulement avec le Pakistan. Allez dans le nord de l'Inde. Vous verrez ce lien là aussi. Oui. Eh bien, ils ont aussi un intérêt commun en matière de sécurité avec les Baloutches. Oui, le mouvement indépendantiste baloutche, qui est présent en Iran et au Pakistan, déborde d'un côté comme de l'autre. Encore une fois, c'est un de ces dossiers tribaux où les deux pays ont un intérêt commun à essayer de contenir les Baloutches. Donc oui, c'est bien ce qu'on observe, cette nouvelle relation. Et le Pakistan a un avantage supplémentaire. Il possède l'arme nucléaire. Quand il offre une garantie de sécurité, il apporte quelque chose que la Turquie ne peut pas offrir. La Turquie, elle, n'a pas l'arme nucléaire. Et tu vois, hier, dans cette vidéo, le ministre des Affaires étrangères du Qatar arrive. La façon dont il salue le premier ministre du Pakistan. Regarde, Munir et lui se prennent dans les bras. Ils s'embrassent presque. Et tu vois bien le type de relation que c'est. C'est énorme pour la région, Larry. Je ne sais pas comment insister assez sur l'importance de ça. Parce que ce gouvernement, en fait, il rassemble tout le monde. Et c'est une bonne chose, parce que les États-Unis en font partie. Les États-Unis, ils ont de bonnes relations avec eux. Ils ont de bonnes relations avec la Chine, avec l'Iran, avec les pays du CCG. À mon avis, c'est vraiment majeur. Oui, non, c'est vrai. Je pense que certains dans l'administration Trump ont fini par comprendre qu'ils étaient écartés de tout ça, mis de côté. Le rôle traditionnel des États-Unis, celui d'être perçu comme la puissance dominante dans le Golfe Persique, ce mythe-là a volé en éclats. C'est l'une des conséquences de cette guerre du Ramadan, appelons-la comme ça. Ils ont soudain réalisé que la puissance américaine avait ses limites. Et maintenant, voilà que le Pakistan, lui, tourne littéralement autour des États-Unis. Washington doit aller voir Islamabad pour lui demander d'intervenir auprès des Iraniens, de leur dire d'arrêter, s'il vous plaît. Parce que franchement, on ne peut pas tenir comme ça. Je pense qu'en ce moment, Donald Trump a deux options. Est-ce qu'il s'inquiète davantage de l'économie
et de la façon dont le détroit d'Ormuz peut être utilisé contre ses alliés, contre sa position, son administration, les objectifs qu'ils poursuivent à Washington. Oui, Ou alors, il veut partir. Je vois, Larry, ce qui se passe en Israël. En gros, ils reconnaissent qu'ils ont été vaincus dans cette guerre, mais ils refusent d'admettre que c'est la fin pour Israël. Yeah, désolé de vous interrompre, mais j'ai une question. Si je me souviens bien, environ 92% des Israéliens pensent qu'ils ont perdu la guerre. Exactly. 92%. Oui, exactement, 92%. Et au sein du parti Likoud, c'est 93,4% qui pensent qu'ils ont gagné. C'est énorme. C'est un coup terrible pour Benjamin Netanyahou. This is devastating for Benjamin Netanyahu. Yeah, but that's actually Oui, mais en fait, c'est plutôt une bonne chose, dans le sens où les Israéliens ne sont pas dans le déni, ou pas complètement. Au moins, ils reconnaissent que oui, ils ont perdu. Ils ont pris un sacré coup. we took a beating. And That's why, Larry, I was C'est pour ça, Larry, que je te demandais toujours, Larry, comment la société israélienne peut être rééduquée. Je pense qu'elle a été sous l'influence de Netanyahou et du Likoud pendant tellement longtemps, parce qu'ils pensaient être la seule superpuissance du Moyen-Orient, qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, en toute impunité, aller à Gaza, au Liban, en Syrie. Mais cette époque est révolue. Je crois qu'ils arrivent à un moment où, d'une certaine façon, la réalité les pousse dans cette direction. Et ça pourrait marquer un certain changement en Israël. That could be some sort of change in Israel. well, I would argue that the only way Eh bien, je dirais que la seule façon pour Israël de vraiment survivre et de rester un pays uni, c'est par la négociation. Ce n'est pas facile, et ce sera extrêmement douloureux. Mais la seule voie possible pour qu'Israël survive, c'est d'accepter et de reconnaître l'État de Palestine. Les Palestiniens doivent partager cette terre, y compris Jérusalem, qui doit devenir une ville partagée, pas dominée par un seul groupe, mais reconnue comme ayant une histoire commune à tous les peuples. Vous savez, les sionistes aiment dire qu'il n'existe pas de Palestine, pas d'entité officielle organisée. Mais les gens qui vivaient là, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens, ils étaient là depuis des siècles. Ce n'est pas comme ces Juifs venus d'Europe qui sont arrivés un jour en disant « Voilà, c'est notre terre historique ». Jews that showed up and claimed, okay, this is our historical home. They had no, Ils n'avaient aucune racine biologique sur cette terre depuis 1000 ans, et pourtant ils ont décidé de dire « c'est à nous ». Donc, il va forcément falloir en arriver à une forme d'accord négocié, tôt ou tard. Et faire partir ces colons extrémistes de Cisjordanie, ça va pas être simple. Ils sont presque 1 million, et ils sont très bruyants, très agressifs. Ils continuent d'ailleurs à étendre leur contrôle sur le territoire. Et ça, on le sait, ça va provoquer encore plus d'affrontements. Donc, il n'y a pas de solution facile ni rapide ici. Mais la vraie question, ou plutôt la partie de l'histoire dont on ne sait pas encore comment elle va se terminer, c'est l'ampleur des dégâts économiques causés à l'économie mondiale par ces 4 derniers mois. Quand on suspend ou qu'on coupe 20% de l'approvisionnement en pétrole, 25% du gaz naturel, entre 30 et 35% de l'urée et du soufre, 40% de l'hélium, forcément, ça freine l'économie mondiale. Maintenant, où exactement et dans quelle mesure? Je n'ai pas encore vu d'analyse vraiment solide là-dessus. Je suis sûr que quelqu'un, quelque part, y a réfléchi et a déjà écrit sur le sujet. Mais c'est justement pour ça que Trump a opéré un revirement aussi spectaculaire en acceptant finalement de signer le protocole d'accord, alors qu'au départ, il traînait clairement des pieds. Larry, en quoi le protocole d'accord et un retrait total du Liban, s'il en découle, pourrait-il bénéficier aux Palestiniens? Eh bien, en réalité, ça pourrait rendre la vie encore plus difficile pour les Palestiniens,
dans la mesure où Israël ne serait plus distrait par le Liban et pourrait concentrer toute sa force militaire sur ce qui reste du Hamas à Gaza. Donc il n'y a aucune garantie que la situation se règle. Maintenant, les Iraniens, dans leur demande de mettre fin à tous les conflits, laissaient entendre que Gaza faisait partie du lot. Reste à savoir s'ils vont le dire clairement, en affirmant que ça doit inclure Gaza aussi, sinon pas d'accord. Ça, on ne le sait pas encore. Mais je pense que le retrait du Liban apporterait une forme d'espoir à toute la communauté, à toute la région. Si les États-Unis peuvent forcer Israël à quitter le Liban, alors ils peuvent aussi le forcer à quitter Gaza et la Cisjordanie. Et ça pourrait faire prendre conscience, pas seulement à l'Iran, mais à toute la région, parce que c'est bien de toute la région qu'il s'agit. La Turquie, l'Arabie saoudite, les pays du Golfe, l'Iran, l'Égypte, tous ensemble. Ils doivent s'y mettre, parce qu'ils ont d'ailleurs un plan de paix. Et c'est là le problème, l'un des obstacles pour l'Iran. Eh bien, à ce stade, je pense que c'est très peu probable, tout simplement parce qu'il y a tellement de membres de l'administration Trump qui sont des sionistes convaincus. Et ils occupent des postes un peu partout, au département de la Défense, au département d'État, à la CIA, au bureau du directeur du renseignement national, et ainsi de suite. Donc oui, tu as raison, c'est quelque chose qui devrait arriver, mais je pense que ça n'arrivera probablement pas. Oui? Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. D'accord. Donc je ne te vois pas aujourd'hui à 17h, c'est bien ça? Je n'en suis pas sûr. D'accord. Oui, on verra comment les choses évoluent dans la journée. Très bien, mon ami. Reste occupé. À bientôt, Larry. D'accord. Salut. Au revoir.